vous souhaite donc la bienvenue dans notre cité de l'architecture et du patrimoine pour ce colloque international dont je rappelle qu'il est organisé en partenariat avec le laboratoire GERFO de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette et avec le soutien de l'UMR La Vue, du réseau Philo et du réseau européen ARENA. Je remercie chaleureusement Chris Younes et Céline Baudard, chevilles ouvrières de ce colloque, ainsi que le comité scientifique, le comité d'organisation, les intervenants de ces deux journées et bien sûr Marie-Hélène Contal, directrice du développement culturel de la Cité de l'Architecture. Un an après le colloque Encore l'architecture, encore la philosophie, vous avez donc souhaité poursuivre le dialogue entre ces deux disciplines, en l'articulant cette fois autour de la question de l'expérience pour tenter de construire en commun un état des lieux du monde que nous avons en partage. Dans un roman publié en 1884, dont le narrateur est un carré, le théologien anglais Edwin Abbott raconte l'histoire de Flatland, un monde à deux dimensions dans lequel les femmes sont des lignes, les soldats des triangles et les prêtres des cercles. Le carré narrateur visite successivement Lineland, un monde réduit à une seule dimension où les figures sont des lignes, puis Pointland, un monde à zéro dimension peuplé de points, avant de découvrir Spaceland, un monde à trois dimensions dont les habitants sont des volumes. La découverte de la troisième dimension fait vaciller les convictions du carré. Sa représentation de l'existence en est transformée à jamais. Oh, quelle joie apporte la pensée, s'écrie-t-il, imaginant la possibilité d'un monde à quatre dimensions dont nous ne connaîtrions que la surface tridimensionnelle. Ce singulier roman d'Abbott nous rappelle que l'expérience est un lieu de production de connaissances, bien sûr, mais nous dit aussi combien la représentation est un espace mental et symbolique, pour reprendre les termes de l'essai fondateur de Panofsky. C'est ce même questionnement des dispositifs de représentation et de mise en récit, ce même décentrement de notre point de vue sur le monde que votre colloque appelle de ses voeux en nous attendant au tournant. Car l'expérience n'est pas une ligne droite, indique le texte de votre appel à contribution. Serait-elle alors l'une de ces lignes de fuite qui, selon Deleuze et Guattari, permettent, je les cite, de faire éclater les strates, de rompre les racines et d'opérer des connexions nouvelles ? Le paradigme de la complexité, tel que le définit Edgar Morin, appelle à substituer au sujet intemporel et abstrait de la modernité un sujet vivant, faisant de la perception le mode fondateur de l'expérience. L'ère de l'Anthropocène dans laquelle nous sommes entrés ne désigne pas seulement ce moment à partir duquel nous sommes devenus, sans le savoir, une force géologique, comparable aux chaînes de montagnes, aux volcans, à l'érosion. Elle signale aussi la remise en cause des distinctions qu'avait opérées la pensée occidentale moderne entre nature et culture, entre monde matériel et immatériel, entre sujets animés et objets inanimés. Le premier tournant auquel nous devons réfléchir n'est-il pas celui des frontières, précisément, qui délimitaient les catégories philosophiques issues de ce XXe siècle, catégories désormais inaptes à rendre compte de l'expérience? Pouvons-nous continuer à séparer l'humain de la nature alors qu'ils constituent un seul et même domaine? La vie modifie l'environnement qui, à son tour, rétroagit sur la vie. Les objets vivants et leur environnement sont donc couplés et indissociables. Il faut alors penser l'espèce humaine dans une perspective mésologique, comme dit Augustin Berck, qui constitue et considère, plus exactement, la relation entre l'homme et son milieu. La Terre, quant à elle, n'est pas un simple décor dans lequel vivraient les humains. Elle a un mouvement, mais elle a aussi un comportement qui la fait réagir à ce que nous lui faisons. Telle est la théorie de Gaïa que développe le scientifique britannique James Lovelock. Autre séparation à questionner, la distinction entre le sujet et l'objet qui, nous dit Bruno Latour, paralyse l'analyse de l'expérience scientifique. Le dépassement de la scission entre ces deux catégories, tout comme l'accent mis sur le vécu sensible du sujet, participait déjà du projet de la phénoménologie de penser l'entrelacement entre soi et le monde. Dans son sillage, Ludwig Binswanger ou Erwin Strauss envisage notre rapport au monde dans une inscription à la fois corporelle, spatiale et thymique, c'est-à-dire liée aux humeurs.
Ils ouvrent ainsi la frontière d'un territoire nouveau, échappant aux lois de la physique, aux catégories de la géométrie, aux localisations de la géographie, pour accéder à l'espace des ambiances, comme on le désigne, dans les écoles d'architecture. La pensée de l'être dans les sphères de Peter Sloterdijk s'inscrit dans cette même perspective. Les gens, écrit-il dans Globe, sont plongés dans les atmosphères et c'est à partir des atmosphères que le manifeste se manifeste à eux. L'architecture contemporaine a de plus en plus souvent, elle aussi, une gueule d'atmosphère. Les constructions de Philipp Rahm ou de Peter Zumthor accordent une attention particulière aux matériaux, au son, à la température, à la météorologie, au climat. L'expérience de l'espace devient une invention de forme sans cesse renouvelée. Le tournant de l'expérience auquel votre colloque appelle à réfléchir se forge dans l'action, vous nous le redirez. Mais comment concevoir l'action à l'époque de l'Anthropocène ? Agir, c'est transformer notre rapport au temps, c'est faire venir notre existence du futur vers le présent, c'est partir des conséquences de nos actions pour en changer les causes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est peut-être moins de l'espoir qui nous projette du présent vers l'avenir que de la raison qui nous ramène de l'avenir vers le présent pour nous convaincre de le transformer. Agir, c'est aussi réévaluer notre rapport au mouvement moderne. Il est urgent de retrouver le sens d'un monde commun, d'un cosmos. Le rêve moderniste avait pu nous faire penser que la ville allait nous libérer des contraintes du temps et du climat, que dans la ville générique devenue pur flux et pur réseau, il ne ferait plus jamais jour, ni nuit, chaud, ni froid. Ce rêve fou fut presque devenu une réalité au prix d'un gâchis insupportable de ressources et d'une séparation mutilante de la ville d'avec le milieu vivant. Réinventer des lieux d'interaction avec le monde impose de faire le deuil d'une certaine idéologie du progrès, de changer notre conception de la causalité, de renoncer à la vision d'un temps orienté comme une flèche vers l'émancipation, qui aurait pour dessein de nous délivrer de nos attachements anciens, de l'archaïsme de la campagne, de la terre, du passé, des subjectivités, car la flèche a elle aussi tourné. Et à cette conception sagittale du temps, peut-être faut-il préférer le modèle non pas du cycle, qui supposerait l'éternel retour du même, mais plutôt de la spirale, permettant d'envisager une réversibilité qui ne serait pas immobile et ouvrirait l'architecture à de nouvelles promesses, durabilité, flexibilité, agilité, capacité. Le temps du monde fini commence, écrivait Paul Valéry en 1945. Aurélien Bélanger, écrivain contemporain, dont son roman L'aménagement du territoire fait remonter pour sa part ce commencement à la préhistoire. Il prétend ainsi que la découverte de la mer fut pour nos ancêtres l'occasion d'une expérience traumatisante, la prise de conscience d'un monde et d'un temps fini. En butant sur les côtes du littoral, l'homme préhistorique aurait fait le deuil de son humeur vagabonde au prix d'une violente claustrophobie, symbolisée, nous dit l'écrivain, par les mégalithes alignés de Karnak. À l'ère de l'Anthropocène, les humains n'ont d'autre choix pourtant que d'accepter l'idée des limites spatiales et temporelles de la Terre. Plutôt que de croire à l'ancien futur, ils doivent faire face au présent. Plutôt que de s'élever dans les étoiles pour chercher leur avenir, ils doivent garder les pieds sur Terre. L'espace est un doute, écrivait Georges Perec à la fin d'Espèce d'espace. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner, il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné, il faut que j'en fasse la conquête. Cette conquête spatiale n'est pas le moindre des tournants que nous devons prendre. Elle impose de réinvestir l'espace par des récits singuliers, de l'explorer par des vérités subjectives qui sont celles des artistes, des architectes et des chercheurs. C'est précisément l'objet que vous vous êtes fixé, ce qui rend vos débats et vos rencontres d'autant plus intéressants. Je vous souhaite à toutes et à tous de bons débats et j'appelle à cette tribune Chris Younes. Merci Guy pour cette magnifique introduction qui nous met vraiment au cœur de la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème de l'expérience. Parce qu'en fait, cela renvoie vraiment à l'avenir en fait et au devenir de la planète. Et c'est vrai que cette question de l'Anthropocène, qui a surgi comme un nouveau récit au début finalement à la fin on peut dire du XXe siècle et au début finalement du XXIe, nous renvoie profondément à cette question de l'expérience humaine et de l'expérience individuelle. Alors le laboratoire Gerfaut est heureux de cette deuxième rencontre à la Cité de l'Architecture, que nous remercions
tout particulièrement et très vivement pour son accueil et pour son aide dans ce chemin finalement du travail de la pensée autour de la science et de l'art. Se situer au tournant de l'expérience, c'est à la fois prendre la mesure d'un passage et d'une orientation qui semble faire rebond. Et cela entre différents courants de pensée qui ont traversé le XXe siècle. À partir du moment où sont détruites les prétentions positivistes qui finalement ont ravagé la planète Terre, ainsi que celle du rationalisme classique à fonder le savoir sur un sol stable et assuré, le champ de l'expérience fait ressurgence, que ce soit avec le renouveau de la phénoménologie ou avec l'influence de la philosophie pragmatique et analytique. Et c'est très important, comme l'a vient de souligner Guillaume Selem, que ça ne se fait pas contre la raison. Cela se fait avec la raison, mais dans une nouvelle, on pourrait dire un nouveau souffle de la raison, que ce soit dans la phénoménologie ou dans le pragmatisme et la philosophie analytique. L'importance de la description qui leur est commune n'est pas seulement d'ordre méthodologique, parce que souvent on dit voilà, la phénoménologie c'est la description, et on sait que dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel a mis en évidence qu'il y a une méthode essentielle pour rencontrer les phénomènes, c'est la description de ces phénomènes. Et toute description est une rencontre en fait, et ça n'est pas seulement méthodologique, mais c'est l'indice de la prise au sérieux du tournant de l'expérience qui fait place au déjà là et à l'événement qui arrive. Et je voudrais insister sur cette notion de l'événement qui arrive à chaque instant dans nos vies comme dans celle de l'humanité. Jean-Michel Besnier souligne cette conjonction de la philosophie continentale et anglo-saxonne autour de la notion de contingence. Et c'est certainement un concept extrêmement important qui anime, je pense, des courants de la pensée mésologique comme ceux de la philosophie en général et de l'architecture. Et je voudrais citer Jean-Michel Besnier qui dit « Est-il meilleur terrain pour réhabiliter le souci de la contingence dont la philosophie traditionnelle, jusqu'à Hegel, a cherché l'annulation ?» Il s'agit en tout cas d'affronter la disparition de la prétention dogmatique à l'universalité. Et c'est vrai que quand on passe du 19e siècle, on peut dire à la deuxième moitié du 20e siècle, on voit s'effriter cette notion d'une universalité qui serait finalement abstraite. Et peut-être une autre universalité quelque part, concrète, est en jeu. Ce qui met en crise les systèmes de pensée, les systèmes d'action, tout en ouvrant un champ d'exploration à l'épreuve de la contingence et à l'épreuve en fait de ce qui arrive. Et cela nous renvoie en fait à de nouveaux thèmes, celui de la fragilité, de la liberté, de l'impermanence, qui sont extrêmement présents finalement dans la poésie, mais aussi dans l'expérience la plus ordinaire de tout un chacun, mais aussi dans tout un courant on peut le dire, de la philosophie chinoise d'avant la révolution industrielle. L'idée d'expérience est très ambivalente, et c'est cette ambivalence parce qu'elle porte toutes ces dimensions qui nous semblent extrêmement riches pour justement se confronter aux différents récits qui animent notre monde. Son acception commune et courante, comme son origine, latine experientia, experiri, signifiant à la fois éprouver et essayer, témoigne d'une double dimension de relation au monde qui serait à la fois passive et active, mais en même temps, éprouver et essayer, deux mots extrêmement importants, qui caractérisent certainement l'expérience humaine. Parce qu'en fait, ce que cela exprime, c'est cette dynamique spatio-temporelle. Le tournant est spatial, mais il est spatio-temporel. Et c'est vrai que c'est le tournant du présent, qui quelque part est capable de reprise, mais aussi d'invention. Alain Rey précise l'origine de ce mot. Périri est sans doute en rapport avec le grec peira, expérience, et se rattache à l'importante racine indo-européenne, per, aller de l'avant, pénétrer dans. Le mot désigne d'abord le fait d'éprouver quelque chose, considéré comme un enrichissement de la connaissance, puis l'ensemble des acquisitions de l'esprit au contact de la réalité, ainsi que l'abandon ultime de la connaissance. Et on montre bien tous les paradoxes que nous rappelle Alain Rey en travaillant sur l'histoire du mot, puisque évidemment, cette histoire des mots est certainement
le grand travail, le grand chantier, le grand apport peut-être de la philosophie à la pensée, de l'architecture, du paysage et de la question urbaine. L'expérience renvoie donc à l'expérimentation ainsi qu'à la transversée, transpassible et transpossible de l'existence. Ces deux concepts qui ont été inventés, qui ont été créés, pensés par ce grand philosophe du XXe siècle, Henri Maldinet, précisément rendent compte de l'enjeu d'être capable de ressentir, de se laisser traverser par l'expérience, le transpassible. Et le transpossible, eh bien, c'est la capacité, évidemment, d'imaginer des possibles à travers les frontières des cultures et des fermetures communautaristes. En fait, cette traversée, à partir de laquelle, ou au cours de laquelle l'homme acquiert le sens des choses, nous amène à penser à un sens qui ne serait pas seulement abstrait, mais concret, cognitivo-sensible, diraient tous les penseurs actuellement de la pensée cognitive, mais aussi d'une certaine manière des dernières connaissances des sciences du cerveau. L'articulation au monde étant d'ordre pathique, avant d'être thématique, pour reprendre les termes de Henri Maldinet, qui met l'accent sur cette propriété d'être affecté dans l'immédiateté du contact et dans le dessaisissement plutôt que dans une volonté de contrôle. Ainsi, entre expérience et projet, l'architecture se trouve mise à l'épreuve sur différents plans qui vont être prospectés au cours de ces 2 jours. Et la construction, finalement, des différents débats, des différentes séquences qui a été menée avec beaucoup de soin par l'équipe des doctorants du laboratoire, en particulier les 4 mousquetaires de l'équipe des doctorants du GERFO, peuvent se regrouper autour, en fait, de 4 épreuves principales. À l'épreuve de l'expérience corporelle et mentale, sensible, motrice et expressive. Et c'est vrai qu'il y a un grand retour du corps, de la corporéité. On le voit dans la production artistique comme dans la production architecturale et philosophique. À l'épreuve de l'expérience entre urbain et rural des milieux habités. Et on le voit avec ce retour en force de la question du rural, aussi en tout cas de la terre, et de la façon de travailler la terre et de pouvoir nourrir la terre. À l'épreuve de l'expérience des co-rythmes entre nature et culture. Et cette question de l'anthropocène remet vraiment d'une façon tout à fait différente cette question des co-rythmes entre nature et culture. On pourrait mettre co-rythme, trait d'union, nature, trait d'union, culture. Et enfin, à l'épreuve des limites et des reprises. Parce que cette question des reprises, de ce qui a été et ce qui va arriver, évidemment, est la grande question de l'architecture et, je pense, de la philosophie et au-delà des disciplines de l'humanité. Alors, des conférences, des débats, des controverses ont construit cette rencontre que nous espérons vive et interactive et nous vous remercions d'être là avec nous. Merci beaucoup. Ouvrir et introduire un événement comme celui-ci, c'est dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et demain. Je crois que cela a été très brillamment fait par tous les deux, du point de vue des concepts. Voilà, vous avez magnifiquement déjà ouvert cette conférence. Mais c'est dire aussi un mot sur ceux qui, par leur engagement, ont imaginé, organisé, soutenu cette conférence internationale architecture et philosophie, et saisir l'occasion finalement aussi de les resaluer. Merci Chris encore et toujours pour ouvrir ces lignes et de nous apporter autant d'éléments de réflexion au sein de l'architecture. Merci au comité d'organisation du laboratoire GERFO et à l'énorme travail de Céline Baudard en particulier, et donc des 4 mousquetaires dont il faut signaler, dont on verra leur visage au fur et à mesure des 2 jours, bien sûr. Merci au comité scientifique pour son immersion dans les 48 propositions qui ont été reçues et à partir desquelles ont été effectués un certain nombre de choix. Et ce que je souhaitais souligner, c'était cette grande variété plutôt même, multiplicité de propositions, de choix, de diversité des points de vue qui vont être présentés, les différentes situations qui vont être évoquées, les concepts et les expériences mobilisées qui vont être, vous allez le voir, extrêmement divers et variés. Je crois que c'est aussi une des spécificités de ce travail-là, au sein du GERFO et du réseau philo, c'est cette ouverture à des attitudes et des manières de faire et de penser qui peuvent être très différentes. Merci bien sûr à Guy Salem, merci à vous et à votre équipe de la Cité de l'Architecture. Je pense aussi à Marie-Hélène Contal pour votre accueil, qui est pour nous aussi un signe, et de nous donner cette scène
est aussi quelque chose de très important. Merci de vous être donc engagé dans cet événement, de cet acte 2, de ces nouvelles rencontres, d'être en soutien de premier rang pour la publication des actes de notre colloque de l'an dernier, qui s'appelle « Encore l'architecture, encore la philosophie », qui va sortir d'ici quelques semaines, sous la direction de Chris Younes et de Céline Baudard. Merci aussi à tous nos partenaires institutionnels, ARENA, la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, la Faculté d'architecture de l'Université de Liège, les ALAB et au réseau Philo que je représente ici. L'ensemble de ces organismes vous propose d'ailleurs quelques ouvrages en consultation libre à l'entrée. Et notamment, vous aurez aussi la possibilité de partir avec des volumes du Philotope, qui est la revue du réseau Philo. Et puis, merci aussi à vous tous ici présents, impatients évidemment, soit d'entendre ou de prononcer quels sont les tournants de vos et de nos expériences, interroger ce qui se construit, partager ce qui nous arrive. Ces questionnements ou démarches sont puissamment à l'œuvre aujourd'hui, indéniablement. Là, pour la 15e Biennale de Venise, dans notre, on va dire, champ en architecture, Reporting from the Front, sous l'égide donc de l'architecte chilien Alejandro Aravena, biennale à laquelle le réseau Philo participera et a été invité par Frédéric Bonnet et le collectif AJAP 14, qui sont les commissaires du pavillon français, et dont on a hâte de voir leur interprétation, finalement aussi, de ces nouvelles richesses, de ces nouvelles expériences et de ce qu'elles ont à nous dire. Ou encore peut-être avec 2 gouttes d'eau par rapport à cet événement mondial, où ces jours-ci, la publication de 2 ouvrages de philosophes. Bien sûr, un philosophe qui nous est très cher, Jean-Luc Nancy, dans son tout dernier ouvrage qui s'appelle « Que faire ?», et qui ouvre magnifiquement une réflexion pour notre monde en train de se faire et qui est effectivement secoué par plusieurs séismes, où, je le cite, « Il s'agit de comprendre à quel point quelque chose se fait, quelle mutation profonde est en train de se faire, quelle métamorphose décisive de l'histoire du monde ou des mondes. Ou plutôt, pas même quelle mutation, mais au moins qu'il y a mutation. C'est loin d'être une première dans l'histoire, dit-il, et il conclut, mais c'est la première qui se sait comme telle avec autant d'acuité. » Et cette 2e goutte d'eau du philosophe Matthew Crawford, dans un ouvrage récemment traduit, « Contact », où il s'agit de reprendre contact, où il évoque cette idée et cet enjeu contemporain de reprendre contact avec le monde à travers la possibilité de nous ancrer dans l'expérience vécue, via nos compétences pratiques, d'en montrer leur richesse à ces compétences pratiques, mais aussi leurs limites. Et cet ouvrage fait suite à un ouvrage qui avait été assez étonnant, qui s'appelait « L'éloge du carburateur ». Et quand lui, philosophe, il expliquait devenir aussi un mécano, créant son atelier de réparation de moto, et en quoi cette expérience était aussi une expérience du monde. L'an dernier, Daniel Payot nous avait exhorté à sauver l'expérience dans son intervention. François Guéry, dont je remercie encore une fois sa présence précieuse dans nos colloques, est tellement fondamentale et éclairante également. Vous, pour définir la notion de volonté de puissance chez Nietzsche l'an dernier, vous avez lancé une définition qui était celle-ci, que je trouve très belle et simple. Ce dont on a le goût, on le fait. Nous avons le goût de la philosophie, nous avons le goût de l'architecture, nous avons le goût du monde, alors faisons-le maintenant, ensemble, mais alors de quelle manière ? Je crois que c'est sur ces 2 jours que l'on attend certaines réponses et ça va être à vous de nous dire comment faire ce monde-là. Merci à vous tous.